Bonjour, dans la capsule aujourd'hui, on va parler de la lutte contre les micro-organismes. En fait, on va aller voir quelles sont les différentes méthodes physiques et chimiques pour éliminer les micro-organismes. On va débuter avec deux définitions. La première, c'est la stérilisation. Donc, la stérilisation, c'est on va réussir à éliminer toute forme de vie microbienne présente dans l'environnement, présente sur les objets, par exemple, que l'on veut stériliser. Ces méthodes-là, quand on parle de stérilisation, devront être suffisamment puissantes pour permettre l'élimination des endospores. Les endospores sont la structure microbienne qui est la plus résistante généralement au traitement antimicrobien. Quand on parle maintenant de désinfection, c'est une mesure qui vise à détruire ou à éliminer ou inhiber la plupart des micro-organismes. On vise la stérilité, on vise l'asepsie, mais généralement, on ne l'atteindra pas. Donc, on veut, dans le fond, diminuer la quantité de micro-organismes qui sont présents dans un environnement. On va utiliser différents moyens pour y arriver, méthodes chimiques ou physiques. On va parler de désinfectant lorsqu'on utilise un produit sur une surface inerte et d'un antiseptique quand on l'utilise sur des tissus vivants. Comme par exemple, une blessure sur votre peau, vous allez appliquer un antiseptique et non pas un désinfectant. C'est un petit peu technique, mais il faut utiliser les termes au bon moment. On va peut-être utiliser dans le cadre de la capsule aujourd'hui des termes comme germicide ou biocide, donc ce sont des substances qui tuent les micro-organismes. Bactéricide tue les bactéries. Bactériostatique, ça bloque le développement des bactéries. Okay, on avait vu par exemple que la tétracycline est un antibiotique qui a un effet bactériostatique. Donc cet antibiotique-là bloque la synthèse des protéines, mais comme tel ne tue pas le micro-organisme. Fongicide tue les mycètes, puis virucide tue les virus. Important de noter, okay, il y a 5 facteurs qui influencent l'efficacité d'un traitement antimicrobien. Okay? Et vous devez tenir compte de ces facteurs-là quand vous allez devoir, par exemple, désinfecter ou stériliser de l'équipement, okay? Ou désinfecter, par exemple, l'intérieur de l'ambulance. Donc, premier, à quel type de micro-organisme on a affaire? Est-ce que c'est un virus, un protozoaire, un ver, une bactérie, un mycète? Il faut le savoir. Okay? Imaginons, par exemple, si vous êtes malade, vous vous rendez chez le médecin, vous avez une grippe, mais on vous prescrit un antibiotique. Ça ne donne rien. On ne s'attaque pas au bon type de micro-organisme. D'accord? Donc, si c'est un virus, il faudra le traiter différemment. Si c'est une bactérie, oui, on pourra donner un antibiotique, mais il faut s'assurer de savoir à qui on a affaire. Ensuite, le nombre initial de micro-organismes. Donnons l'exemple en laboratoire. Vous faites un petit dégât, vous renversez une goutte de bactéries, on va dire qui n'est pas pathogène, sur la surface de travail. Donc, vous allez prendre le désinfectant à base d'alcool et de savon, vous allez en vaporiser un petit peu sur la goutte qui contient les bactéries, vous allez essuyer le tout et jeter le tout dans la poubelle contaminée qu'on enverra à l'autoclave par la suite. Mais si, par exemple, on travaillait avec des bactéries de niveau de confinement 2 ou peut-être même 3, donc des bactéries beaucoup plus pathogènes, et imaginez que l'on fasse un gros dégât. Là. Vous avez un 2 litres de salmonellose, en fait de salmonella, qui cause la salmonellose, que vous renversez et le tout éclate sur le plancher. Là, on ne pourra pas simplement prendre le petit vaporisateur de savon et d'alcool. On va prendre, préférablement, de l'eau de Javel. Donc, l'eau de Javel a une certaine concentration que l'on va placer sur le dégât, mais on ne va pas s'arrêter là. Okay? On va devoir, puis là je vais sauter au quatrième point, là, laisser agir l'eau de Javel assez longtemps. Si on veut qu'un traitement chimique agisse correctement, ou même physique jusqu'à un certain point, agisse correctement sur les micro-organismes, mais il faut lui laisser le temps de le faire. Donc, l'eau de Javel, par exemple, on mettrait de l'eau de Javel sur les bactéries, on mettrait du papier pour ne pas que ça se propage un peu partout. On laisserait agir au moins 20 minutes. Donc, on veut que le produit ait le temps d'attaquer les bactéries, de leur nuire, de les détruire, et par la suite, on ramasse le tout et on met dans un sac à autoclave. Si je continue avec la durée d'exposition, pour donner d'autres exemples, certains produits nettoyants comme le Lysol, on va y revenir plus tard, mais certains produits nettoyants vont faire leur publicité en vous disant qu'ils tuent 99% des germes. C'est bien beau, mais peuvent-ils dire ça? Mais la réponse, c'est oui. Lysol, dans le fond, quand ils ont fait leurs études, ils ont testé leurs produits sur différents micro-organismes.
dans des concentrations données et ils ont laissé agir le produit un certain temps. Okay? Contrairement, par exemple, à moi qui nettoie ma salle de bain, je vaporise le produit, je push du produit, je passe une guenille, puis c'est that's it. Okay? Je ne laisse pas le produit agir suffisamment longtemps. Puis ça, je le sais, mais c'est ça. Okay? Je suis trop pressé quand je fais du ménage. Fait qu'il faut laisser le produit agir si on veut vraiment un effet sur les micro-organismes. Autre exemple, si vous prenez un antibiotique, on vous le donne pour 10 jours, puis vous, après 4 jours, vous vous sentez mieux, c'est pas le temps d'arrêter. Okay? Il faut poursuivre le traitement jusqu'à la fin. Ce que l'on espère, c'est éliminer toutes les bactéries. Peut-être qu'il y en a une qui serait un petit peu plus résistante, mais après 3-4 jours de plus, on finit par l'éliminer. Donc, durée d'exposition, on doit en tenir compte. Facteurs environnementaux, je reviens. Donc, est-ce qu'il y a présence de matière organique? Okay? Si je travaille sur ma peau, je ne vais peut-être pas utiliser de l'eau de javel à 10%. Okay? Je vais détruire ma peau, je vais me brûler. Tandis que dans l'environnement, sur une surface inerte, je peux peut-être utiliser de l'eau de javel un petit peu plus concentrée. Okay? Mais pas à 10% quand même. 10%, souvent, c'est la qualité industrielle de l'eau de javel. Donc, on doit la diluer à des concentrations moindres, okay, pour pouvoir l'utiliser. Mais l'eau de javel que vous utilisez, vous, que vous achetez à la pharmacie ou dans peu importe, un magasin à grande surface, je crois, c'est 3 ou 4% ce qu'on utilise à la maison. Mais bref. Donc, matière organique, s'il y en a, il faut tenir compte. Biofilm, okay, ce que l'on voit sur l'image ici, donc les biofilms vont protéger les bactéries, mais peuvent nuire aussi à l'action des produits nettoyants. Donc, s'il y a présence de ces biofilms-là, on va peut-être devoir utiliser des produits un petit peu plus abrasifs, un petit peu plus puissants pour en venir à bout. La température, okay, par exemple, s'il fait très chaud ou on utilise un produit désinfectant sur un objet qui est peut-être chaud lui-même, sans être brûlant, mais chaud, l'alcool pourrait se dissiper rapidement, fait que c'est peut-être pas le meilleur choix. Puis il y a aussi des produits qui vont moins bien réagir, être moins efficaces dans le froid, donc il faut tenir compte de ça aussi. Puis le dernier, il faut faire attention pour ne pas mêler le premier et le dernier. Dans le premier, on voulait savoir quel est le type de micro-organisme. Est-ce que c'est un virus, bactérie, mycète? Okay? Une fois qu'on sait ça, on peut se questionner sur les caractéristiques du micro-organisme. Donc, par exemple, supposons que je sais que ce que je dois traiter, c'est une bactérie. OK. Donc, est-ce que c'est une bactérie gramme plus ou gramme moins? Ça, c'est une caractéristique. Est-ce que la bactérie a une capsule? Oui ou non? Est-ce que la bactérie fait des biofilms? Oui ou non? Donc, il y a des caractéristiques comme celle-là dont je vais devoir tenir compte. Même principe pour les virus. Okay? Est-ce que le virus est enveloppé? Oui ou non? Un virus enveloppé, ça peut paraître paradoxal parce que le virus a une couche de plus, là, mais un virus enveloppé va être plus susceptible, plus fragile face à un traitement à l'alcool parce que, par exemple, quand vous mettez un gel à base d'alcool sur vos mains là, pour vous entrer à l'épicerie, à la pharmacie, en tout cas, peu importe où on va maintenant, on doit mettre un gel d'alcool en rentrant au cégep. Donc, l'alcool va altérer la membrane, pas la membrane, l'enveloppe du virus. Donc, ces virus-là vont être plus facilement affectés par l'alcool, tandis qu'un virus nu, comme le rotavirus qui cause la gastro, celui-là, si je l'ai sur les doigts, et que je me mets du Purell, par exemple, un liquide à base d'alcool, le virus pourrait tolérer cet alcool-là, être encore actif sur mes doigts, et si je mange ou si je me mets les doigts dans la bouche, je pourrais me contaminer. Donc, les caractéristiques du micro-organisme sont importantes à savoir une fois qu'on sait quel est le micro-organisme qui nous infecte. Donc, commençons avec les méthodes physiques. La première, c'est la chaleur humide, l'autoclave. L'autoclave, on en a au cégep ici, il y en a dans les laboratoires, il y a des compagnies qui se spécialisent dans la décontamination de matériel médical, par exemple. Donc, par exemple, tous les déchets biomédicaux qui vont être produits, par exemple, dans une clinique ou parfois même à l'hôpital, peuvent être pris, ces déchets-là, par les compagnies qui, eux, vont les autoclaver. Donc, on va stériliser les déchets biomédicaux, puis par la suite, on pourra en disposer. Mais l'autoclave, comment ça fonctionne? Donc, oui, c'est de la chaleur, 121 degrés Celsius, mais comme tel, c'est pas si chaud que ça. Oui, c'est chaud. Moi, c'est sûr que je ne tolère pas 121 degrés Celsius. Okay? Je vais fondre, je vais mourir. Mais quand on fait cuire des aliments au four, parfois, c'est plus chaud que ça. Mais l'idée ici, c'est que oui, il y a de la chaleur, mais il y a une pression accrue à l'intérieur qui se crée dans l'appareil et il y a de la vapeur d'eau. Donc, ces trois composantes-là vont exercer une pression extrêmement grande sur les micro-organismes et on va les tuer, donc même les endospores. D'ailleurs, il y a des tests qui peuvent être faits dans un autoclave pour savoir s'il a bien fonctionné. On peut mettre une petite viale qui contient des endospores bactériens.
Donc, on les met avec nos déchets ou avec nos produits à stériliser. On actionne l'appareil, donc le cycle se fait. Quand on sort les déchets, le matériel qui a été stérilisé, on prend notre petite capsule et on verse le contenu sur une gélose que l'on place à incuber. Si des bactéries se développent, ça veut dire que l'autoclave n'a pas bien fonctionné. Parce que dans la petite viale initiale, là, il y avait des endospores. Donc, si ces endospores-là sont encore viables après un cycle autoclave, ça ne fonctionne pas. Donc, il faudra le faire réparer ou le changer. Des autoclaves, donc il y en a dans les cliniques d'hygiène dentaire. Jadis, il y en avait aussi chez les tatoueurs, donc qui stérilisaient une partie de leur matériel avec ça. Maintenant, il y a beaucoup d'utilisation de pièces jetables, donc on a moins besoin de stériliser les appareils comme tels, mais si besoin est, il faut s'assurer que ces appareils-là sont fonctionnels, parce que juste faire fonctionner l'appareil, s'il n'est pas efficace à 100%, la stérilité ne sera pas assurée. Voilà. Ensuite, il y a la pasteurisation et les traitements UHT. Ça, je vais aller vous le montrer avec l'image suivante. Pasteurisation, c'est pour, dans le fond, pas décontaminer, mais éliminer les micro-organismes présents dans un liquide, par exemple, dans le lait, dans la bière, dans certains jus. Donc, ce que l'on veut, c'est chauffer le liquide sur une courte période de temps, quelques secondes, à 72 degrés Celsius environ. Pourquoi pas longtemps et seulement à 72 degrés Celsius? C'est parce qu'on veut conserver les qualités organoleptiques des produits. Donc, par exemple, le lait, on veut conserver sa texture, sa couleur, son goût. Et si on chauffait trop longtemps ou à une température trop élevée, on pourrait altérer ces qualités-là. Okay? Les qualités nutritives du lait, par exemple, aussi. Donc, on veut conserver ça. La pasteurisation nous le permet. C'est sûr que ce n'est pas toujours parfait. Vous avez déjà ouvert peut-être un carton de lait ou un sac de lait qui contenait du lait contaminé ou altéré par des bactéries. Des fois, il y a des petits motons pas agréables ou le goût qui n'est pas le fun. Donc, ce n'est pas toujours parfait, mais ça fait quand même une très large partie du travail. L'autre traitement, c'est le traitement UHT ou ultra haute température. Donc, dans ce cas-ci, on chauffe à peu près là, de 140 degrés Celsius et plus, mais pendant de très courtes secondes. Donc, ça va nous permettre, on conserve les qualités organoleptiques, mais cette stérilisation-là va être plus efficace que la pasteurisation normale et ça permet, par exemple, de conserver du lait à température pièce. Okay? Donc, par exemple, nous, dans les épiceries du Québec, du Canada, on va voir souvent le lait Grand Pré. Il est sur les tablettes à température pièce. Il n'est pas avec les autres contenants de lait dans les comptoirs réfrigérés. Et vous allez remarquer cette indication-là. Okay? Donc, UHT. Donc, il a été traité à ultra haute température. Il est à température pièce, donc on peut le conserver plus longtemps. Donc, ça a ses avantages. Par contre, il y en a qui trouvent que le goût est un petit peu changé. Puis, une fois qu'on a ouvert le contenant, bien là, il faut le mettre au réfrigérateur parce qu'on pourrait le contaminer avec les micro-organismes qu'il y a dans notre environnement. Traitement UHT, vous allez voir ça aussi sur les petites capsules de lait ou de crème dans des restaurants, des cafés, des choses comme ça que vous pouvez ajouter vous-même. Donc, pas besoin de vous inquiéter si la crème ou le lait est encore bon. En ayant été traité UHT, il peut être conservé là, sur la table à température pièce. D'autres méthodes physiques, donc les filtres. Et là, on se rapproche vraiment de votre métier. Donc, lors de certaines procédures, vous allez devoir utiliser des filtres pour protéger votre patient, mais vous protégez vous aussi. Donc, par exemple, là, vous en voyez un sur l'image ici. Quand vous allez, par exemple, insérer un combitube là, pour aider un patient à respirer, donc vous allez placer un ou des filtres okay, pour protéger le patient qui devra inhaler, donc respirer de l'air de l'environnement, mais pour éviter que lors de l'expiration, quoi que ce soit, vous soyez vous-même contaminé ou les gens autour de vous soient contaminés. Donc, on place ces filtres-là. Les filtres qu'on peut retrouver là, dans les petits appareils comme ceux-là sont souvent des filtres EPA. Les filtres EPA ont un pouvoir filtrant très, 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 très grand avec des fibres espacées de 0,3 micromètres. 0,3 micromètres, c'est suffisant pour bloquer les bactéries. Okay? Donc, si on prend les fibres dans ce filtre-là, puis que l'espace entre chaque fibre, par exemple, serait de 0,3 micromètres. OK, ça c'est une chose, ça bloque les bactéries. Les virus pourraient peut-être passer par contre. Mais là, il faut tenir compte d'une chose. Quand on a un filtre comme celui-là, il n'y a pas juste une couche de fibres. Il y en a plein.
Il y a plein de fibres qui sont toutes espacées de 0,3 mm, mais en se plaçant une par-dessus l'autre ou une à côté de l'autre, en fonction des différents étages, des différentes couches de fibres, ça finit par devenir très compliqué pour les micro-organismes de se faufiler à travers ça. Comparaison un peu boiteuse, mais imaginez une souris, là, je la place au Pérou, sur le bord de la forêt amazonienne, puis j'espère la retrouver de l'autre côté du Brésil, près de l'océan Atlantique. Techniquement, la souris peut se faufiler entre les arbres qu'il y a sur cette forêt-là. Mais c'est quoi les chances réelles qu'elle se rende complètement de l'autre côté? Elles sont très faibles. Donc, même un virus qui a un diamètre beaucoup plus petit que l'espace qu'il y a entre deux fibres, le fait d'avoir plusieurs couches de fibres et qu'elles soient placées de façon différente, ça finit par devenir pratiquement impossible. Et aussi, si on a un petit virus ici, les virus, ce n'est pas autonome, ça ne se déplace pas tout seul. Donc, ça va être véhiculé par autre chose. Quand ce autre chose-là, c'est des gouttelettes que vous toussez ou que vous éternuez, le virus, il n'est pas tout nu, libre dans l'air. Le virus va être relié à d'autres molécules, à des molécules d'eau, à d'autres micro-organismes. Donc, souvent, ça va faire une structure, même des sels, des minéraux, plein de choses. Donc, de l'eau, vous expulsez ça. Donc, le virus ne voyage pas tout seul. Donc, quand il va être capté par le filtre, c'est pas juste un petit virus tout seul, c'est toute la structure qui va être captée. Donc, les virus eux-mêmes vont être ralentis, puis, dans le fond, ne pourront pas se déplacer et poursuivre leur chemin à travers le filtre comme s'ils avaient des petites pattes. Donc, ces filtres-là vont avoir un effet positif et de protection. Là, j'ai donné quelques exemples de filtres ou de compagnies. Ça dépend avec quelle compagnie vous faites affaire. Les filtres, on va les utiliser aussi pour les masques de réanimation. Dans un temps pas si lointain, là, on pouvait faire le bouche à bouche. Mais là, le bouche à bouche, on s'est rendu vite compte que, écoutez, c'était peut-être pas l'idéal. S'il y avait transmission d'aérosol, la personne est infectée, rhume, grippe, COVID, VIH, hépatite, c'est pas l'idéal. Donc, en utilisant des masques comme ceux-là, donc le masque va permettre de couvrir le nez et la bouche de la personne. On va pouvoir souffler de l'air, soit par notre propre bouche ou avec une grosse poire. Et le filtre va protéger le patient de ce que vous soufflez, mais va vous protéger aussi de ce que le patient pourrait lui-même expirer. Donc, vous pouvez performer la manœuvre avec un risque franchement diminué d'être infecté et que le patient soit infecté aussi. D'autres méthodes physiques encore de la filtration, je vous montre par exemple le Drinkable Book. Donc, c'est littéralement un livre, mais ils n'ont pas grand-chose à lire là-dedans. Les pages doivent être arrachées et on les place dans un petit récipient comme ça et ça nous permet de filtrer l'eau. Donc, ces livres-là sont distribués dans des villages où l'eau potable n'est peut-être pas facilement accessible, ce qui va faire en sorte qu'on peut filtrer l'eau et avoir accès, dans le fond, rapidement à de l'eau potable. Autre stratégie, c'est ce qu'on appelle les Life Straws. Très utile, pratique pour les gens qui font du plein air, les gens qui font des ultramarathons, des choses comme ça. Cette paille-là, dans le fond, il y a un filtre dedans et vous devez avoir accès à une source d'eau, donc un lac, une rivière, et vous pouvez aller placer votre paille dedans, dans la rivière, dans le lac, puis vous buvez directement à partir de ça. Ça va éliminer la très grande majorité des micro-organismes, même si on ne garantit pas à 100% que tout va être capté, mais ça vous donne quand même une chance de ne pas être malade. Je reviens un petit peu à l'arrière pour vous montrer l'image. Je vais aller ici directement. Là. La bouteille d'antibiotique qui est là, c'est un antibiotique qui a été lyophilisé. Lyophilisé, dans le fond, c'est que vous avez une solution. On la fait geler et par sublimation, donc on enlève l'eau, dans le fond, de la phase solide en glace à une phase vapeur directement. Donc, ça ne passe pas par une phase liquide et ça nous permet de conserver, dans ce cas-ci, des antibiotiques plus longtemps. Mais il y a plein de choses qui sont dessiquées ou lyophilisées. Dessiquées, dans le fond, c'est on assèche, mais avec de la chaleur. Donc, il y a des aliments qui vont être déshydratés, lyophilisés, dessiqués pour les conserver plus longtemps. Pour, encore une fois, le plein air, c'est pratique parce que vous traînez de la bouffe, mais qui est sèche, donc qui est beaucoup moins lourde et qui se conserve longtemps. Certains ration packs de l'armée sont comme ça, la bouffe pour astronautes aussi. Donc, on dessique dessiquer la nourriture, des choses comme ça, donc pour que ce soit plus léger, puis que ça se conserve plus longtemps.
Ensuite, les basses températures, ben là, on fait référence au réfrigérateur, congélateur. Donc, on ne tue pas le micro-organisme à ce moment-là, mais on bloque sa croissance, son développement. L'exception, ce sont les micro-organismes que l'on dit psychrophiles. Donc, ces micro-organismes-là tolèrent mieux les températures froides, entre autres la bactérie Listeria qui cause la listériose. Donc, sur les viandes froides, sur le fromage, cette bactérie-là pourrait se développer même si elle est au frigo. Ensuite, la pression osmotique, ben là, on parle de la concentration, par exemple, en sel. Donc, plus une substance sera salée, moins les micro-organismes auront de la facilité à s'y développer parce qu'ils vont perdre leur eau. Ensuite, les ultrasons. Un appareil comme celui-là ou similaire à celui-là, on en a en hygiène dentaire. C'est un appareil, dans le fond, qui crée des ondes, comme des espèces de vagues. Puis les micro-organismes qui sont présents vont se faire frapper par ces ondes-là et ça va les détruire, grosso modo. En hygiène dentaire, on va l'utiliser pour stériliser certains outils, stériliser, par exemple, les prothèses des patients. Okay, on pourrait les mettre là-dedans, puis les stériliser. C'est un appareil qui fonctionne bien. Par contre, ce ne sont pas tous les micro-organismes ou toutes les bactéries qui seront tuées avec la même facilité. E. coli va être facilement détruit, mais si un patient a la tuberculose, cet appareil-là ne sera peut-être pas aussi efficace parce que la bactérie de la tuberculose a une cire qui l'entoure et ça la rend beaucoup plus résistante. Ensuite, les rayonnements. Il y a différents types de rayonnements. Certains sont très puissants et vont stériliser pratiquement tout. D'autres vont être efficaces, mais avec un pouvoir pénétrant moins important. Donc, les plus puissants, c'est le rayonnement ionisant. Donc, parmi ceux-ci, il y a les rayons X. Oui, ceux que l'on fait pour vérifier si on a une fracture ou quoi que ce soit. Mais ceux qui nous intéressent, surtout, c'est les rayons gamma. Les rayons gamma ont un pouvoir de pénétration important. Donc, si on veut stériliser, par exemple, du matériel qui est sensible à la chaleur, donc on ne peut pas le mettre à l'autoclave, il va fondre. Donc, des tubulures, cathéters, sondes, etc. On prend les rayons gamma. Les rayons passent à travers le tube, donc extérieur, intérieur, tout est stérilisé. Puis, ça n'altère pas le produit lui-même. Donc, matériel pharmaceutique, dentaire, médical jetable, accessoires de suture, etc. C'est stérilisé de cette façon-là. Une petite vidéo si vous voulez aller le voir. Aussi, c'est plus populaire aux États-Unis, mais on le fait de plus en plus ici au Canada, c'est la stérilisation de la viande. Par exemple, le bœuf haché. Dans le bœuf haché, on pourrait retrouver des bactéries qui seraient pathogènes. Donc, si par exemple les gens ne font pas bien cuire leur bœuf haché, leurs boulettes pour faire des hamburgers, des choses comme ça, ils pourraient être malades. Pour éviter ça, aux États-Unis, on va ioniser la viande, le bœuf haché. Il n'y a pas de danger, ça ne rend pas la viande radioactive ou quoi que ce soit. Là. Okay? Donc, on altère dans le fond la structure des micro-organismes, leur ADN, puis on a la paix par la suite. Donc, nous, au Canada, on commence à le faire un petit peu pour la viande, pour les pommes de terre aussi, puis pour certains épices. Maintenant, le rayonnement non ionisant, les rayons UV. Les rayons UV, on les utilise un petit peu partout. Par exemple, dans le laboratoire de microbiologie, il y a des lampes au plafond qui sont munies de lampes UV. Donc, quand les labos sont finis à la fin de la semaine, souvent, on va allumer ces lampes UV-là pour stériliser les surfaces. Et je spécifie les surfaces parce que les rayons UV n'ont pas un pouvoir pénétrant très grand. Donc, dès qu'il y a le moindre obstacle, les rayons vont être bloqués. Puis là, je dis le moindre obstacle, même une pellicule plastique mince va bloquer les rayons UV. Donc, si j'ai des bactéries ici, je mets une pellicule plastique, même transparente par-dessus, les rayons UV ici, les rayons UV ne traverseront pas cette pellicule plastique-là. Okay? Donc, il faut vraiment avoir un espace dégagé pour stériliser les surfaces. Puis pensez-y, là, les rayons UV, quand vous voulez vous protéger du soleil, vous mettez une crème, puis la crème, on ne la voit même pas à l'œil nu. Okay? Mais vous venez quand même de déposer un film d'une substance protectrice qui va empêcher une partie des rayons UV d'atteindre votre peau et potentiellement causer des cancers. Parce que dans le fond, les rayons UV vont altérer l'ADN. Donc, dans les micro-organismes, dans le fond, il y a tellement d'altération de l'ADN que ça les tue. Mais sur votre peau, ça pourrait peut-être, malheureusement, causer des cancers. Donc, il faut, disons, profiter du soleil, mais avec parcimonie, puis y aller petit à petit, mais pas en trop grande quantité non plus. Puis les lampes UV, on a vu une augmentation depuis la COVID, l'augmentation des ventes pour les appareils de ventilation, parce que pour éviter, par exemple, que les virus se propagent d'une pièce à l'autre, si on place des rayons UV dans le système de ventilation, ça pourrait éliminer une très grande partie des virus
parce que les virus ont eux aussi un génome. Donc, en s'attaquant à leur ADN ou à leur génome d'ARN, on règle le problème. Donc, il y a eu beaucoup d'achats en ce sens-là. Maintenant, les méthodes chimiques. Pour les méthodes chimiques, bien, il faut tenir compte de la concentration du produit. Donc, par exemple, l'alcool, on va y revenir, mais va être plus efficace à 70% que de l'alcool à 100%. Je vais vous dire pourquoi tantôt. La nature de l'objet désinfecté. On ne voudrait pas un produit qui fait fondre le plastique ou l'objet que l'on veut désinfecter. Le pH du milieu pourrait avoir une incidence aussi, puis la durée d'exposition. Si vous regardez les différents produits chimiques qui ont été testés sur des bactéries ici, un peu à la manière que l'on fait des antibiogrammes, donc on a 4 produits différents qui ont été testés sur 3 bactéries différentes, donc Staph aureus, E. coli au milieu, puis Pseudomonas aeruginosa. Donc on voit que Pseudomonas est résistante à ces 3 produits-là. Il n'y a eu aucun effet. Et le chlore a eu, somme toute, un effet quand même assez minime. Tandis que E. coli, sa résistance complète est seulement pour le produit ici. Résistance, on va dire minime aux 2 autres, puis un petit peu plus grande pour le chlore. Tandis que Staph aureus, elle, a une certaine sensibilité pour les 4 produits. Donc, différents types de produits désinfectants antiseptiques. Donc, les phénols. Les phénols, là, c'est une des molécules les plus toxiques qu'on connaisse. Donc, oui, c'est sûr que ça va avoir un effet antimicrobien, mais ça serait pas mal anti-humain aussi. Donc, souvent, on va comparer les produits nettoyants ou désinfectants aux phénols pour voir jusqu'à quel point ils sont efficaces eux aussi. Mais les phénols, directement, on ne les utilise pas vraiment. Par contre, on peut utiliser des dérivés phénolés et parmi ceux-ci, il y a le Lysol. Le Lysol, c'est un produit efficace, okay? Mais si vous l'utilisez, faites attention où et quand vous l'utilisez. Pour une surface, par exemple, de cuisine, où vous coupez, je ne sais pas moi, des aliments, ou vous faites, vous déposez des aliments directement sur le comptoir, bien, c'est peut-être une bonne idée, une fois que vous ayez, par exemple, désinfecté la surface, de passer un linge avec de l'eau pour enlever les résidus du Lysol. Parce que le Lysol, on l'utilise pour tous les micro-organismes, mais on ne veut pas nécessairement qu'une pellicule demeure sur la surface qui a été nettoyée. Donc, un petit linge avec de l'eau, on enlève les résidus du Lysol. Mais c'est un produit efficace. Ça tue effectivement 99% des germes si on l'utilise correctement. Il faut laisser agir. Ensuite, les chlorhexidines, qui peuvent être à large spectre, donc tuer bactéries gram plus, gram moins, peuvent être bactéricides ou bactériostatiques. Ça dépend à quelle concentration on dilue le produit. Puis, il y a beaucoup de produits utilisés dans les hôpitaux qui sont faits à base de chlorhexidine, entre autres Libitan, Libiscrub. Libiscrub, c'est une petite brossette imbibée de chlorhexidine qu'on utilise pour se laver les mains, puis même se curer les ongles, là, par exemple pour un médecin qui s'en va faire une chirurgie. Ensuite, il y a les halogènes, donc il y a l'iode, le chlore, le fluor. Le fluor, moi j'aimais bien ça quand j'allais chez le dentiste, puis il me mettait la petite pâte à saveur de gomme ballon. Moi je prenais gomme ballon, mais il y avait d'autres saveurs aussi. Cerise, c'était pas si pire. J'aimais pas orange, par exemple. Mais bref, donc le fluor, dans le fond, va permettre de solidifier l'émail des dents, donc empêcher ou ralentir l'attaque par les bactéries. Parce que dans le fond, quand on a une carie, c'est que les bactéries qui se développent sur nos dents libèrent des substances acides qui vont altérer l'émail. Donc, en ayant un émail plus fort, ça permet une certaine résistance. Ça ne veut pas dire qu'on se fie juste là-dessus. Il faut brosser nos dents, aller chez le dentiste, faire la soie, mais le fluor donne une protection supplémentaire. Le chlore, pensez à vos piscines, vos spas, souvent qui sont chlorés. Okay? Puis là, même, il y en a qui vont me dire « Ah, moi, j'ai une piscine au sel, il n'y a pas de chlore. » Un instant. Quand tu as une piscine au sel, tu as ton appareil okay, qui, dans le fond, ta cellule au sel, elle prend le sel, elle le coupe, puis dans le fond, ça libère le chlore. Fait que c'est du chlore pareil qui, dans le fond, aseptise un petit peu, désinfecte ton eau. Là. Fait que c'est pas du chlore que tu ajoutes, mais à la fin, c'est le chlore qui a un effet antimicrobien. Puis l'iode, si vous n'êtes pas allergique, ça peut être un produit intéressant là, pour, par exemple, aseptiser la peau avant de faire une petite intervention, des choses comme ça. C'est une molécule qui a vraiment une action antimicrobienne. L'alcool, j'avais dit que j'y reviendrais, je n'ai pas menti. Donc, l'alcool à 70% est plus efficace que le 100%. Pourquoi? Parce que le 30% d'eau qu'on utilise pour diluer l'alcool a un effet sur la dénaturation des protéines des micro-organismes. Donc, c'est comme ça que le produit agit mieux. L'alcool comme tel, okay, sur une blessure, c'est peut-être pas la solution idéale parce que de un, ça va brûler, mais de deux, ça va provoquer la coagulation en surface. Maintenant, si vous avez juste de l'alcool, vous pouvez utiliser l'alcool.
Okay? Mais il faut être conscient qu'il y a peut-être des bactéries qui pourraient survivre en dessous de la croûte de coagulation qui va se faire. Okay? Aussi, là, les petits tampons d'alcool, souvent qu'on va utiliser, là, par exemple, moi je vais donner du sang, ils vont prendre un petit tampon d'alcool, puis ils vont nettoyer la région là, où ils vont aller planter l'aiguille. Ça, c'est pas mal plus pour enlever mécaniquement les petites impuretés, les saletés, puis quelques bactéries. Okay? Ce n'est pas une désinfection ou une aseptisation parfaite quand même. Là. Okay? Puis si vous regardez les gels, là, il y en a partout des gels antiseptiques maintenant là, à l'entrée de tous les commerces, du cégep, etc. Je prends l'exemple du Purel. Là. Sa concentration en alcool, c'est 62 %. Okay? Donc, on se rapproche du 70 là. Ils sont peut-être un petit peu cheap, ils en ont mis un petit peu moins d'alcool pour en faire d'une plus grande quantité, mais ça demeure quand même efficace. Efficace sur des micro-organismes en certaines quantités aussi. Puis pour les virus, c'est plus efficace contre les virus enveloppés que les virus nus. Donc, s'il y a une épidémie de grippe, de COVID, le gel d'alcool va éliminer le virus sur vos doigts, mais s'il y a une épidémie de gastro, souvent les virus à gastro ne sont pas enveloppés, donc ça va peut-être être préférable de prendre de l'eau et du savon qui vont enlever mécaniquement le virus, parce que le gel d'alcool va peut-être avoir un effet limité sur ces virus-là. Puis les rince-bouches, je l'ai mis, parce que oui, il y a des rince-bouches qui contiennent de l'alcool, mais souvent, la concentration d'alcool n'est pas suffisante pour avoir un effet sur les bactéries, et l'alcool, souvent, qu'on met dans les rince-bouches, c'est plus comme un agent diluant qu'un agent antiseptique. Okay? Dans le rince-bouche, par exemple, le Listerine, ce n'est pas l'alcool qu'il y a dedans qui est efficace contre les bactéries, ce sont les huiles essentielles. Okay? Mais l'alcool est là juste pour mélanger le tout. L'eau de Javel, c'est un produit très puissant, très efficace. Ce que vous achetez à la maison, c'est du 3-4 %. Ce qu'on peut avoir de façon industrielle, c'est du 10 %. Donc, c'est très, très, très concentré. Mais quand on l'utilise, on va le diluer plusieurs fois pour avoir une concentration qui ne sera pas nécessairement, on va dire, quasiment toxique pour l'être humain, mais qui va être suffisante pour avoir un effet antimicrobien. Je vous montre le petit protocole que le CDC a fait pour traiter ou désinfecter l'environnement où il y a des patients qui ont l'Ebola. Donc, on dit aux gens comment se protéger, quoi porter comme équipement de protection. Ensuite, combien de mesures d'eau, combien de mesures d'eau de Javel. Okay? Donc, la concentration finale par la suite. Donc, on voit qu'on peut utiliser ce produit-là par la suite pour nettoyer l'environnement où il y a eu des patients qui ont eu l'Ebola, donc pour désinfecter le plancher, les meubles, les poignées de porte, etc. Donc, c'est une solution très, très, très importante dans la lutte contre les micro-organismes. Puis, toute évidence, il ne faut pas la boire, il ne faut pas s'en mettre dans les yeux, vous allez vous irriter solide, sinon vous intoxiquez. Donc, voilà pour Ebola. Pas Ebola, mais pour l'eau de Javel, que l'on peut utiliser contre Ebola. Voilà. Peroxyde et ozone. Peroxyde, c'est une substance qui a un effet antimicrobien assez important. Moi, je me rappelle avoir été soigné par mes parents avec du peroxyde. Là, quand je prenais une débarque en vélo, les coudes, les genoux en sang, arrive à la maison, on met du peroxyde, puis là, ça fait de la broue. Okay? Donc, souvent, mes parents me disaient, bon, tu vois, il y a de la broue, ça veut dire que ça marche, que les bactéries ou les micro-organismes vont être tués. Et maintenant, je sais que c'est plus ou moins vrai. Je sais que le peroxyde a un effet positif, mais quand il y a de la broue, okay, c'est parce que certains micro-organismes et certaines de vos cellules ont une enzyme qui s'appelle la catalase. La catalase, elle va reconnaître le peroxyde, puis elle va l'attaquer, puis le briser, puis elle va, dans le fond, séparer une molécule d'eau avec une molécule d'oxygène. Donc, ça fait un gaz, puis c'est ça les bulles que l'on voit. Fait que plus que de bulles, plus que le peroxyde se fait détruire, en tout cas. Mais quand même, ça a un effet antimicrobien important. J'ai déjà eu des témoignages, là, une fille qui, en fait, c'était une étudiante en soins infirmiers. Sa sœur avait pris, encore une fois, une débarque en vélo, graffiné du front au genou, là, tout est raflé sur l'asphalte. Puis ce qu'ils ont fait à l'hôpital, c'est qu'ils ont versé une bouteille de peroxyde sur son corps. Okay? Donc, oui, ça a un effet antimicrobien, mais en même temps, ça ralentit la cicatrisation. Donc, il faudra mettre des pansements, peut-être couvrir les plaies pour donner le temps là, à ces plaies-là de guérir et qu'il n'y ait pas de surinfection par la suite. Pour ce qui est de l'ozone, okay, oui, la même ozone que la couche d'ozone, mais dans ce cas-ci, on peut l'utiliser ici-bas sur Terre pour stériliser, en fait, oui, stériliser, désinfecter de l'eau pour la rendre potable. Donc, il y a certaines communautés qui utilisent ça au lieu du chlore pour avoir de l'eau potable.
Ensuite, les lingettes de peroxyde d'hydrogène accéléré. Okay? Donc, c'est du peroxyde, mais avec certaines caractéristiques chimiques qui le rendent plus efficace. Ces lingettes-là, par exemple, ou les produits, je sais qu'elles sont utilisées à l'hôpital, puis les lingettes sont utilisées, entre autres, en hygiène dentaire. Quand un patient, par exemple, quitte, l'hygiéniste va prendre une lingette, va tout nettoyer, toutes les surfaces, okay, où il y aurait pu avoir des éclaboussures, des expectorations, de la contamination. Donc, tout est nettoyé une première fois. Donc, on enlève le plus gros avec la première lingette. Puis la deuxième lingette est là vraiment pour vraiment aseptiser tout l'environnement. Donc, à chaque patient, c'est 2 lingettes qui sont utilisées pour nettoyer les surfaces. Dans les hôpitaux aussi, comme je le disais, on peut l'utiliser. Et même dans les CPE, les centres de la petite enfance, on va utiliser ça pour nettoyer les surfaces. Et Dieu sait que dans une garderie, dans un centre de la petite enfance, il y a de la transmission d'infection. Okay? Moi, mes enfants, les premières années qui ont été là, ils ont attrapé toutes les garderites possibles et inimaginables. Mes enfants étaient souvent malades, mais maintenant, ils ne le sont plus. Okay? Ils ont travaillé très fort leur système immunitaire pendant ces années-là. Mais pour limiter la propagation d'infections dans un milieu comme celui-là, on peut utiliser ces lingettes-là. D'autres produits, donc les métaux lourds et leur sel. Okay? Par exemple, on peut parler de l'argent. Okay? Donc l'argent, le nitrate d'argent, en fait, pas de l'argent pur, là, mais le nitrate d'argent peut être utilisé pour entrer dans la composition des pansements. Puis dans les pansements, ça libère des ions qui attaquent les micro-organismes et ça les tue. Utilisé aussi pour des crèmes ophtalmiques pour les nouveau-nés. Donc un enfant qui naît entre autres par naissance naturelle, on peut lui mettre cette petite crème-là pour limiter les conjonctivites, par exemple, qui pourraient survenir. Le mercure, okay, je fais une petite anecdote là-dessus. Encore une fois, quand je prenais mes débarques, mes parents m'ont traité à l'alcool, m'ont traité au peroxyde, m'ont traité aussi au mercurochrome. C'était un produit pharmaceutique qu'on utilisait à l'époque. Donc, tu avais un petit bâton, là, comme la bouteille que vous voyez ici. Là. Donc, tu ouvrais ça, il y avait un petit bâton relié dedans, un petit applicateur, puis là, tu appliquais ta solution de mercurochrome sur ta plaie. Maintenant, okay, peut-être par romantisme ou pour faire, je sais pas moi, pour que les gens continuent à acheter ce produit-là parce qu'ils faisaient confiance quand ils étaient jeunes, il y a des compagnies qui ont gardé le nom mercurochrome, mais maintenant, c'est plus ça qu'il y a dedans. Okay? Maintenant, ce qu'il y a dedans, c'est de la chlorhexidine. Donc, on dit que c'est du mercurochrome, mais il n'y a plus de mercure là-dedans. On sait que le mercure, ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite avoir. Maintenant, cuivre et zinc. Okay, regardez l'image en bas à droite. Okay, dans les bijoux, dans les pièces de monnaie, ces métaux-là, naturellement, ont un effet antimicrobien. Donc, souvent, on pouvait se dire, bon, les pièces de monnaie, c'est sale, on s'échange ça, il y a plein de monde qui touche à ça. Mais souvent, parce que c'est en métal, parce qu'il y a du cuivre, surtout dans les pièces de 1 sou qui n'existent plus, là, il y a des propriétés antimicrobiennes dedans. Même principe, par exemple, pour des cadenas, des poignées de porte, des rampes d'escalier. Si c'est en métal, certains métaux vont avoir un effet antimicrobien. Donc, ce n'est pas toujours aussi épouvantable que l'on pense dans l'environnement. Sulfate de cuivre là, pour les algues dans les piscines et les aquariums, ça, c'est si ça vous intéresse. Puis, les pommades de zinc, une petite crème de zinc qu'on utilise pour les fesses de bébé. Donc, on change la couche, on lave les fesses, on met une crème de zinc pour éviter qu'il y ait de l'irritation. Ici, les abreuvoirs, on en voit de plus en plus au cégep, c'est intéressant, c'est là où vous pouvez remplir vos bouteilles. Mais un des composants du métal de l'appareil comme tel okay, contient du cuivre. Donc, on va avoir un effet antimicrobien. Donc, c'est des gens qui crachent dans l'abreuvoir, par exemple, ça s'est déjà vu. On voit tout le temps des gommes là-dedans. Là, donc, il y a des gens qui crachent. Donc, ça va éliminer les bactéries qui pourraient s'y retrouver. Juste l'anecdote sur les 2 filles qui sont là, c'était pendant une de mes cours, j'ai parlé de ce dont je vous parle aujourd'hui. Puis, elles se sont dépêchées à la pause, à l'époque où on avait des cours en présence, à aller à la fameuse abreuvoir, parce qu'il y en avait juste une à l'époque, elle était au gymnase. Puis, elles ont rempli leur bouteille, ont pris un selfie, puis m'ont envoyé ça. Fait que j'ai trouvé ça comique, et maintenant, je les immortalise dans mes notes de cours. Autre type de désinfectant, l'ammonium quaternaire. L'ammonium quaternaire, donc, c'est un produit chimique qui a un effet antimicrobien particulièrement efficace contre les bactéries Gram+. Si vous avez déjà pris des pastilles de type Cepacol, dans les Cepacol, il y a de l'ammonium quaternaire. Et les Cepacol, ce n'est pas juste une petite pastille pour le goût, il y a vraiment une substance qui va tuer les bactéries Gram+, parce que les maux de gorge, souvent, sont causés par des streptocoques qui sont des cocci-Gram positifs. Donc, il y a des pastilles, il y a du rince-bouche, Cepacol, il y a même le petit vaporisateur là, que vous pouvez utiliser là, pour adoucir votre gorge.
Puis certains rince-bouches, comme le Crest ou le Cepacol, justement, vont utiliser le CPC, qui est un agent antimicrobien. Et quand on utilise ces rince-bouches-là, c'est toujours important, si vous vous brossez les dents, par exemple, de brosser vos dents avant. Donc, on enlève mécaniquement les bactéries sur nos dents et on finit le travail avec le rince-bouche. Faites pas l'inverse, parce que si vous faites l'inverse, vous commencez par le rince-bouche, la pâte à dents va inhiber l'action du rince-bouche. Donc, il faut faire rince-bouche à la fin. Les aldéhydes, formaldéhyde, butyraldéhyde, ces produits-là sont toxiques. Okay? Et là, je vais faire une petite parenthèse. Parce que du formaldéhyde, là, c'est une substance, elle est toxique en grande quantité, mais elle est quand même normale chez les êtres vivants. Dans mon sang, présentement, j'ai du formaldéhyde. Dans les fruits que je mange, j'ai du formaldéhyde. Dans les œufs que je mange, j'ai du formaldéhyde. Okay? Donc, l'idée de la dangerosité de ces produits-là, c'est en fonction de la concentration. Okay? Si on atteint une certaine concentration, là, ça va devenir toxique. Mais avant ça, ça ne l'est pas. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans certains vaccins, on va voir du formaldéhyde. Puis là, il y a des gens qui vont regarder ça, ils vont regarder la liste des ingrédients des vaccins, puis ils vont dire « Oh my God, il y a du formaldéhyde ». Là, ils vont faire leur grosse recherche intellectuelle sur Internet, vont aller sur Wikipédia, ça va être écrit « formaldéhyde égale poison ». Là, ils vont dire « Oh my God, on nous injecte du poison, le gouvernement veut nous tuer, les compagnies veulent nous tuer ». C'est pas ça. Okay? Souvent, s'il y a du formaldéhyde dans un vaccin, c'est parce que le vaccin a été produit à partir d'œufs. Donc, par exemple, le vaccin contre la grippe est fait dans des œufs. On fait multiplier le virus dans les embryons de poulet. Et quand on purifie tout ça, ben, ça se peut qu'il y ait du formaldéhyde qui était présent dans l'œuf. Donc, il ne faut pas capoter. Du formaldéhyde, c'est normal qu'il y en ait dans nos cellules, dans les œufs, dans ce qu'on mange. C'est une question de toxicité, de concentration. Mais bref, en grande concentration, ça va être toxique. On l'utilise pour conserver des tissus, formol. Et ça va être utilisé pour désinfecter ou stériliser de l'équipement d'inhalothérapie ou de médecine. Ensuite, bon, les savons. Savon normal là, va mécaniquement retirer les micro-organismes de votre peau. Il y a des savons antimicrobiens à utiliser, mais très, très rarement, parce que ce qui va arriver, c'est que ça favorise le développement de souches résistantes. Donc, si vous vous lavez les mains à la maison, prenez pas un savon antibactérien. Prenez pas un savon antibactérien pour laver votre vaisselle. Ça ne sert à rien. Le savon normal et l'eau vont faire la job. Tout ce que l'on fait, c'est favoriser le développement de résistance aux antibiotiques. Et en plus, le triclosane, un des antimicrobiens qu'on peut ajouter au savon, peut provoquer des dérèglements hormonaux puis altérer les fonctions musculaires. Donc, vous ne voulez pas ça, prenez du savon normal. Ensuite, les additifs alimentaires de conservation, donc agents de conservation qu'on ajoute, par exemple, au pain, aux boissons gazeuses, au fromage, pour qu'ils se conservent le plus longtemps. On connaît le principe. Si, par exemple, mais j'achète un pain de boulangerie versus un pain d'une petite boulangerie artisanale, bien, souvent, dans le pain tranché d'épicerie, il y a des agents de conservation, puis dans celui de la petite boulangerie artisanale, il n'y en a pas. Fait que si je prends une tranche de chaque, puis je les laisse sur le comptoir pendant 1, 2, 3 semaines, il y a de fortes chances que le pain de la petite boulangerie se détériore, soit attaqué par les moisissures plus rapidement. Okay? Mais là, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez consommer certains produits, on va dire, chimiques, parce que là, il faut faire attention aussi au terme chimique. Là. Okay? De l'eau, c'est un produit chimique. Là. Okay? Fait qu'il ne faut pas virer fou non plus. Puis souvent, en plus, les additifs alimentaires pour la conservation des aliments n'ont pas trop de propriétés néfastes pour notre santé. Okay? Fait que ce n'est pas nécessairement la fin du monde. Ensuite, les gaz stérilisants. Gaz stérilisants, un peu comme les rayons gamma, vont nous permettre de stériliser du matériel médical qui est sensible à la chaleur. Donc, gaz stérilisant, rayons gamma, puis autoclave sont les 3 méthodes les plus efficaces pour stériliser quelque chose. Mais rayons gamma et gaz stérilisant nous permettent de stériliser sans altérer la structure du produit parce qu'il n'y a pas de chaleur. Par contre, ça va prendre beaucoup de temps pour stériliser parce qu'on doit laisser le produit plus longtemps en contact avec les objets. Ça termine ce chapitre. 2 mots à ajouter à votre glossaire, donc ce n'est pas trop demandé, je crois, cette semaine. Vous devez aussi répondre aux questions qui sont là et lire le chapitre 12 dans le Fauché. Donc voilà, j'espère que vous avez appris un truc ou deux. Si vous avez des questions, vous me contactez. Bonne fin de journée.